Alors il y a eu un rapport de l'Institut français d'éducation en 2011, et puis le dernier que j'utilise régulièrement, là, c'est celui du CNESCO en 2017, dans lequel un de vos compatriotes a beaucoup participé, en la personne de Benoît Galland. Voilà. Et donc, quand on lit ce rapport-là, qui est le fruit d'une conférence de consensus, les auteurs mettent en évidence 3 types de dérives potentielles repérées dans les façons dont la différenciation pédagogique est mise en place dans les classes. Et ils en viennent à expliquer que, contrairement à ce qui est voulu, à ce qui est espéré, les formes de différenciation sont plutôt problématiques et auraient des effets qui sont un peu inverses à ceux qui sont attendus. Alors il y a 3 raisons à ça qu'ils identifient. La première, c'est ce qu'on appelle de la réduction de la demande, c'est-à-dire que en voulant de manière tout à fait bienveillante s'adapter à ce que sont capables de réaliser les élèves, on en vient à réduire les exigences. Et donc il y a des risques de malentendus cognitifs, dans le sens où les élèves réussissent les exercices scolaires et n'arrivent pas à valider les épreuves de réussite scolaire. Donc en fait, les enfants, les parents sont un peu perdus, parce que d'un côté on leur dit c'est bien, et puis d'un autre, c'est pas suffisant pour valider ce que l'école attend des enfants. Hein. Voilà. La deuxième famille de dérives qui est identifiée, c'est la constitution des groupes à l'intérieur de la classe. Et donc ils expliquent qu'assez souvent, le fait de constituer des groupes, quels que soient les noms qu'on y donne, hein, puis dès l'école maternelle, c'est le pré fondamental, c'est ça chez vous, l'école maternelle? Bon, voilà. En tout cas, dès l'école maternelle, des enfants sont mis en groupe, et assez souvent, quels que soient les noms qu'on donne à ces groupes, ça s'apparente à des groupes de niveau, malheureusement. Et donc, le souci avec les groupes de niveau, il n'est pas du tout pour les élèves qui sont en facilité scolaire. Pour eux, à la limite, c'est très bien. Le souci, il est pour les autres enfants, et en particulier pour ceux qui sont les plus vulnérables. Le fait de faire partie d'un groupe d'élèves faibles, oui, ça va permettre d'ajuster l'aide qu'on apporte, mais surtout ça renvoie à une image très dévalorisée de ses propres compétences. Donc les groupes de niveau, alors en France on s'appuie sur ce qu'on appelle le théorème de Duru, c'est-à-dire les travaux de Marie Durubella de l'IREDU, l'Institut de recherche en éducation de Dijon, qui explique que dès lors qu'on constitue des groupes de niveau, que ce soit à l'échelle d'un établissement ou à l'échelle d'une classe, on prend un risque incroyable d'augmenter les écarts entre les enfants, parce que on donne la possibilité au phénomène de valorisation d'exacerber justement les capacités des élèves. Voilà, les élèves qui sont dans les groupes de forts, ils en viennent à être fiers de leur appartenance et ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et puis à l'inverse, les élèves qui sont dans les groupes de faibles, ils en viennent à se dire à quoi bon. Et puis il y a des phénomènes de renoncement et de découragement, quoi. Voilà. Et puis la troisième famille de dérives là qui est identifiée dans ces études. Alors ça, je sais que c'est très fort en France. Ce sont les pratiques d'externalisation de l'aide. C'est-à-dire qu'on attend qu'un élève rencontre une difficulté pour lui proposer une forme de remédiation, mais pas au moment où il rencontre la difficulté, plutôt en dehors de l'école, en dehors de la classe, voire même en dehors du temps scolaire. Donc ce sont les dispositifs souvent de soutien, hein, ça s'appelle un peu comme ça, où ce sont en France pendant longtemps, alors c'est beaucoup moins le cas, il y avait des maîtres spécialisés. Je pense que chez vous appelez ça des orthopédagogues qui intervenaient dans les classes et puis qui ciblaient des enfants et qui les sortaient de la classe pour leur proposer de la remédiation dans des espaces spécialisés. Et les travaux, par exemple, de Marie Toulecteri ont identifié que ces façons-là d'apporter de l'aide en sortant des élèves d'un groupe de classe, ça creuse encore plus les écarts qui relie les enfants à la classe, parce que quand ils reviennent dans la classe, elle, le groupe, il a continué à avancer.
Et donc, ils ont accumulé un retard supplémentaire. Voilà, donc tout ça pour dire que alors c'est pas du tout par perversité de la part du monde enseignant, absolument pas. C'est lié à une tradition pédagogique extrêmement ancrée, basée sur des logiques de scolarisation très élitistes. C'est aussi la conséquence d'un manque de formation important, et principalement manque de formation de formateurs. Et la conséquence, c'est ce que Philippe Mérieux appelle les phénomènes de centrifugeuse. C'est-à-dire que on peut prendre la métaphore d'enfants qui se trouvent à l'intérieur d'une centrifugeuse, le maître étant au centre de cet appareil. Et donc, lorsque la classe tourne, les bons élèves se retrouvent proches du maître, donc les forces d'extraction sont assez faibles et ils arrivent à suivre et même à profiter de la dynamique de rotation. Mais les élèves qui suivent pas, ils sont progressivement écartés. Et puis, en plus de devoir essayer d'apprendre, ils doivent résister aux forces centrifuges qui visent à les faire sortir de la situation. Et quand ils sortent de la centrifugeuse, en fait, ils sont immobilisés et les centrifugeuses continuent à tourner. Donc, c'est très problématique, si vous voulez, ces habitudes que l'on a, et moi y compris quand j'avais la chance d'être enseignant, que de vouloir essayer d'apporter une aide de ces manières-là à des enfants qui rencontrent des difficultés. Bon. Donc ça, c'est pour dresser le tableau. Alors c'est intéressant de dresser le tableau, mais ça ne résout pas du tout l'équation qui se présente face aux enseignants. C'est-à-dire comment on fait pour répondre à la fois aux contingences de la difficulté scolaire et de l'hétérogénéité dans une classe si on peut pas faire comme ça. Voilà.